Deux amis, un voyage de rêve, une aventure qui se transforme en cauchemar indéchiffrable. L'histoire de Chris Kremers et Lisanne Froon est un labyrinthe de contradictions, un mystère moderne enraciné dans la nature sauvage, ancienne et implacable du Panama. Pour comprendre l'obscurité qui les a engloutis, il faut d'abord apprécier la lumière qui les animait, leur jeunesse, leurs rêves et la promesse d'une expérience qui allait changer leur vie. Mais dans la jungle luxuriante de Boquete, une simple randonnée est devenue le point de départ d'une tragédie qui, plus d'une décennie plus tard, continue de défier toute explication logique, laissant derrière elle une traînée de fantômes numériques et d'énigmes médico-légales qui hantent encore les enquêteurs. Si ce genre d'enquête approfondie vous intéresse, prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à la chaîne Traces perdues. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces cas complexes. Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froon, 22 ans, étaient l'incarnation de la jeunesse européenne instruite et aventureuse. Originaires d'Amersfoort, aux Pays-Bas, elles étaient des amies proches, récemment devenues colocataires. Leurs personnalités, bien que différentes, se complétaient parfaitement. Chris était décrite comme ouverte, créative et responsable. Lisanne, diplômée en psychologie appliquée, était connue pour son optimisme et sa passion pour le volley-ball. Leur voyage de 6 semaines au Panama était loin d'être une simple excursion improvisée. C'était une mission soigneusement planifiée, un projet pour lequel elles avaient travaillé et mis de côté une partie de leurs gains pendant plus de 6 mois au café local, Inden Kleinen Hap. Chaque euro économisé contribuait à bâtir ce rêve. Leur objectif n'était pas seulement touristique, il était aussi altruiste. Elles voulaient s'immerger dans une nouvelle culture, apprendre l'espagnol et faire du bénévolat auprès d'enfants, en leur enseignant les arts et les travaux manuels. Cette approche structurée de leur voyage souligne un aspect fondamental de leur caractère. Elles étaient organisées, déterminées et responsables. Leur économie personnelle était le fruit d'un effort considérable, et cet argent durement gagné devait financer une expérience enrichissante et non une tragédie. Après leur arrivée au Panama le 15 mars 2014, elles ont passé 2 semaines à explorer le pays avant d'atteindre leur destination principale, Boquete, le 29 mars. Nichée dans les hauts plateaux de la province de Chiriquí, Boquete est une destination populaire, réputée pour ses paysages verdoyants et ses plantations de café. C'est là qu'elles se sont installées dans une famille d'accueil, prêtes à commencer leur mission de bénévolat d'1 mois. Cependant, un contretemps, un retard inattendu dans le début de leur programme, leur a laissé quelques jours de libre. C'est cette petite faille imprévue dans leur itinéraire, par ailleurs si structuré, qui a ouvert la fenêtre sur leur randonnée fatidique. Ce contexte révèle un paradoxe majeur au cœur de l'affaire. La planification méticuleuse qui a défini leur voyage contraste violemment avec leur manque apparent de préparation pour la randonnée du 1er avril. Elles se sont engagées sur le sentier El Pianista en short et en débardeur avec un seul petit sac à dos contenant, semble-t-il, une seule bouteille d'eau et quelques chocolats pour 2. Cette imprudence n'était pas de la négligence. Au contraire, elle témoigne d'une erreur de jugement critique, une profonde sous-estimation de l'environnement dans lequel elles s'apprêtaient à entrer. Elles ont perçu cette sortie comme une courte randonnée sur un sentier touristique bien balisé, semblable à ce que l'on pourrait trouver dans un parc national européen. Cette perception erronée, cette incapacité à reconnaître la frontière entre un sentier entretenu et la véritable nature sauvage, a été la première et la plus critique des vulnérabilités dans la chaîne d'événements qui allait suivre. Le sentier El Pianista n'est pas seulement la toile de fond de cette tragédie, il en est un acteur à part entière. Sa nature est profondément double, une façade accueillante qui dissimule une réalité périlleuse et implacable. Situé à seulement quelques kilomètres du centre de Boquete, le sentier est populaire et facilement accessible, généralement présenté comme une randonnée de 3 à 4 heures aller-retour. Cette accessibilité n'a pu que renforcer la conviction de Chris et Lisanne qu'il s'agissait d'une simple excursion d'une journée. La randonnée commence de manière inoffensive, serpentant à travers champs et pâturages. Mais après une vingtaine de minutes, le chemin pénètre dans une forêt de nuages, un écosystème défini par une humidité élevée, un brouillard fréquent
et une végétation si dense qu'elle semble tout absorber. Le sentier devient plus raide, boueux et glissant. Dans ses sections supérieures, le chemin se rétrécit, formant des mini-canyons qui peuvent dépasser la hauteur d'une personne, créant la sensation désorientante de marcher sous la surface du sol. Le sentier officiel culmine à un point de vue connu sous le nom de Mirador, qui se trouve au sommet de la ligne de partage des eaux séparant les bassins du Pacifique et de l'Atlantique des Amériques. À l'époque de la randonnée des jeunes femmes, en 2014, ce sommet n'était pas clairement indiqué comme la fin du sentier. Aucun panneau n'indiquait aux randonneurs de faire demi-tour. Pour quiconque ne connaissait pas le parcours, le chemin semblait simplement continuer, descendant de l'autre côté de la montagne. Cette continuation non balisée est la tromperie la plus dangereuse du sentier. Le chemin qui descend du Mirador, du côté des Caraïbes, n'est pas un sentier touristique. C'est le début d'une jungle vaste, accidentée et sauvage. Le terrain devient infiniment plus difficile, plongeant dans un réseau de ravins abrupts, de rivières au courant rapide et d'une végétation dense et désorientante. C'est une zone où même les habitants s'aventurent avec prudence, certains la décrivant comme un lieu maudit. En passant le sommet non balisé, Chris et Lisanne ont franchi sans le savoir un seuil invisible. Elles ont quitté un sentier de randonnée entretenu pour entrer dans une véritable situation de survie, pour laquelle elles n'étaient absolument pas équipées. Le sentier lui-même, par sa conception et son manque de signalisation, a directement facilité cette erreur catastrophique, les attirant dans un piège vert qui allait sceller leur destin. Quand Chris Kremers et Lisanne Froon se sont volatilisés au-delà de la ligne de partage, elles n'ont pas disparu sans laisser de traces. Dans leur petit sac à dos bleu se trouvaient 2 smartphones et un appareil photo numérique. Les données récupérées de ces appareils fournissent un récit squelettique et obsédant de leurs derniers jours. Cette piste numérique, une séquence de photographies horodatées, d'appels d'urgence manqués et de vérification intermittente du signal, constitue la preuve la plus directe et la plus objective dont nous disposons. C'est une chronique d'un voyage qui a commencé par une exploration joyeuse, s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie et s'est terminé dans le silence. Reconstruire cette chronologie est essentiel pour comprendre la progression de leur calvaire. Le matin du 1er avril 2014 a commencé comme une journée normale. Chris et Lisanne ont quitté la maison de leur famille d'accueil vers 11 heures. Les premières heures de leur randonnée sont documentées avec une clarté joyeuse sur l'appareil photo Canon de Lisanne. Les photographies de l'ascension montrent 2 jeunes femmes heureuses et en bonne santé, souriant avec les hauts plateaux du Panama en toile de fond. Les horodatages confirment qu'elles ont atteint avec succès le sommet du Mirador, la fin officielle du sentier, vers 13 heures. Plusieurs photos y ont été prises, les immortalisant au point culminant de leur voyage prévu. Cependant, le registre photographique ne s'arrête pas là. Au lieu de faire demi-tour, elles ont pris la décision fatidique de continuer. La dernière photographie de style touriste, IMG 508, a été prise à 13h54. Elle montre Chris, vue de dos, descendant un chemin boueux. C'est la dernière image connue d'elle, semblant en bonne santé et en contrôle. C'est la preuve irréfutable qu'elles avaient franchi la ligne de partage et descendaient dans la jungle isolée de l'autre côté de la montagne, une région pour laquelle elles n'avaient ni carte, ni provision, ni plan. Le coût de cette seule décision allait se révéler incalculable. Pendant près de 3 heures après cette dernière photo, le silence numérique est total. Puis, en fin d'après-midi, le ton de leur voyage change brusquement. Cet intervalle entre 13h54 et 16h39 est une boîte noire dans la chronologie. Ce qui s'y est passé a transformé leur randonnée en crise. Le premier signal de détresse est venu à 16h39. Un appel a été passé depuis l'iPhone 4 de Chris au 112, le numéro d'urgence international. 12 minutes plus tard, à 16h51, une deuxième tentative a été faite depuis le Samsung Galaxy de Lisanne. Aucun des 2 appels n'a abouti, faute de réception cellulaire dans le terrain montagneux et dense. Le timing de ces appels est crucial. Ils ont été passés alors qu'il restait encore au moins 2 heures de lumière du jour, suggérant une prise de conscience soudaine plutôt qu'une panique induite par l'obscurité. Après avoir marché pendant plus de 2 heures après le sommet,
elles ont probablement réalisé qu'elles étaient profondément perdues, ou que l'une d'elles avait subi une blessure qui l'empêchait de se déplacer. À partir de là, les journaux de données des deux smartphones dessinent une lutte obsédante de 10 jours pour la survie. Le schéma d'utilisation des téléphones révèle un effort calculé pour conserver la richesse la plus précieuse qu'il leur restait, la batterie. C'est un testament silencieux de leur résilience et de leur désespoir. Les 2 et 3 avril, elles continuent de passer de multiples appels au service d'urgence depuis les 2 téléphones, indiquant qu'elles sont toutes les 2 encore en vie et ensemble. Le 4 avril, leur situation s'aggrave lorsque la batterie du téléphone de Lisanne s'épuise à 5 heures du matin, ne leur laissant plus qu'un seul appareil. Le 5 avril marque le tournant le plus tragique du récit numérique. À 10h50, l'iPhone de Chris est activé pour vérifier le signal. Mais pour la première fois, le bon code PIN n'est pas entré. Ce schéma d'échec ou d'absence de code PIN se poursuit pour chaque activation ultérieure du téléphone les 5, 6 et 11 avril. Ce petit détail raconte une histoire puissante. L'utilisation correcte et constante des codes PIN jusqu'à ce point implique que chaque femme contrôlait son propre appareil. L'incapacité soudaine à déverrouiller le téléphone de Chris suggère fortement que Chris elle-même n'était plus en mesure de le faire. L'explication la plus logique est que Chris Kremers est devenu incapable ou est décédé le 5 avril ou aux alentours de cette date. Cela laisse une image déchirante de Lisanne Froon maintenant seule, son propre téléphone mort, en possession de l'iPhone verrouillé de son ami. Ne connaissant pas le code PIN, elle ne pouvait plus accéder à ses fonctions complètes, mais pouvait toujours l'allumer pour voir s'il se connecterait automatiquement à un réseau d'urgence. Une vérification désespérée et répétée d'une bouée de sauvetage qui n'est jamais apparue. Cette interprétation est bien plus cohérente avec les preuves que les théories d'un acte criminel. Un agresseur n'aurait que peu de raisons de s'engager dans une mascarade de plusieurs jours de code PIN erroné. L'histoire racontée par le code PIN n'est pas celle d'un meurtre, mais celle des derniers efforts futiles d'une survivante solitaire, qui se sont poursuivis jusqu'à ce que le téléphone soit éteint pour la dernière fois le 11 avril, avec, inexplicablement, 22% de sa batterie encore intacte. Un dernier capital d'énergie, une dernière chance potentielle qui n'a jamais pu être dépensée. Des semaines après que le dernier signal de l'iPhone de Chris se soit éteint, les recherches n'avaient rien donné. La jungle dense semblait les avoir entièrement avalés. Puis, le 14 juin 2014, plus de 10 semaines après leur disparition, une découverte faite par une femme locale sur une berge isolée a fait basculer l'affaire. Mais les preuves qui ont émergé allaient soulever plus de questions qu'elles n'apporteraient de réponses. La femme, une membre de la communauté indigène Ngebe, a trouvé le sac à dos bleu coincé sur la rive de la rivière Culebra, près de son village. L'endroit était à des kilomètres en aval, au cœur de la jungle, loin du sentier El Pianista. À l'intérieur se trouvaient les affaires des jeunes femmes, 2 paires de lunettes de soleil, 83 $ américains en espèces, le passeport de Lisanne, une bouteille d'eau et surtout l'appareil photo de Lisanne et leurs 2 téléphones portables. La découverte de ces objets a été une percée monumentale. Cependant, l'état du sac à dos et de son contenu est immédiatement devenu une anomalie centrale. Malgré un séjour supposé de plus de 2 mois dans un environnement de jungle torrentielle pendant la saison des pluies, les objets ont été retrouvés remarquablement secs et en bon état de fonctionnement. Les appareils électroniques se sont allumés et le passeport en papier était intact. Cet état de conservation a semblé hautement improbable aux enquêteurs. Cela a conduit à la spéculation persistante et crédible que le sac à dos n'a pas été perdu dans la rivière début avril, mais qu'il a été placé sur la berge par un tiers peu de temps avant d'être trouvé, dans une tentative délibérée de mettre en scène la scène et de contrôler les preuves. La valeur de cette découverte était immense, mais sa nature suspecte a jeté une ombre sur l'enquête. Les données récupérées de l'appareil photo de Lisanne contenaient les preuves les plus troublantes. Une semaine après leur disparition, dans la nuit du 8 avril, l'appareil a été utilisé pour prendre plus de 90 photos entre 1 ans et 4 ans du matin. Prises dans l'obscurité totale, les images sont une collection désorientante et énigmatique de flashs dans le vide. La plupart des photos sont impénétrables, ne montrant que du feuillage flou, des parois rocheuses ou le noir oppressant de la nuit.
Cependant, quelques images spécifiques se distinguent. L'une montre une brindille appuyée sur un rocher, avec des sacs en plastique rouge et ce qui semble être des emballages de bonbons attachés. Une autre capture un petit miroir arrangé sur un autre rocher. L'image la plus obsédante est peut-être un gros plan de l'arrière de la tête de Chris et de ses cheveux roux. L'interprétation de ces photos est au cœur du débat entre accident et acte criminel. Pour certains, elles représentent une tentative désespérée de survie. À ce stade, Chris était probablement déjà décédé, et Lisanne, seule, aurait pu utiliser le flash comme une lampe de poche ou un signal de détresse. Les objets arrangés auraient pu être des tentatives de créer des repères. Pour d'autres, la composition étrange et presque rituelle des photos est la preuve de la présence d'un tiers. Les images auraient pu être une forme de torture psychologique ou un message cryptique laissé par un tueur. Quel que soit leur but, ces photos représentent un investissement d'énergie et de batterie considérable dans une situation de vie ou de mort. Pour ajouter une autre couche de mystère, l'analyse de la carte SD de l'appareil photo a révélé qu'un seul fichier image, IMG King 109, était manquant. Séquentiellement, cette photo aurait été prise après la dernière photo de jour connue de Chris, IMG 508, et avant la première des photos de nuit. Sa position temporelle rend son contenu potentiellement crucial. Ce qui rend cette photo manquante si significative, c'est la manière dont elle a été supprimée. Les experts légistes néerlandais ont conclu que la photo n'avait pas été supprimée à l'aide de l'appareil photo lui-même, mais via un ordinateur ou un autre appareil externe. Cet acte implique un effort délibéré et techniquement sophistiqué pour détruire une preuve. La conclusion est presque inéluctable. La photo 509 devait contenir quelque chose d'incriminant, une image qui a été effacée pour que personne ne la voie jamais. C'était un actif vital pour l'enquête, perdu à jamais. La découverte du sac à dos a déclenché de nouvelles recherches le long de la rivière Culebra, qui ont bientôt mené à la sinistre découverte de restes humains. Cependant, ce qui a été trouvé n'était pas 2 corps, mais une collection éparse et déroutante de fragments d'os qui présentaient un puzzle médico-légal aussi complexe que les preuves numériques. D'abord, les chercheurs ont trouvé le short en jean de Chris sur un rocher, de l'autre côté de la rivière, où le sac à dos avait été localisé. Peu de temps après, ils ont trouvé une chaussure de randonnée contenant un pied, une cheville et des os de la jambe inférieure, dont les tests ADN ont confirmé qu'ils appartenaient à Lisanne Froon. À proximité, un morceau d'os pelvien a été trouvé et identifié comme étant celui de Chris Kremers. Au cours des semaines suivantes, au moins 33 petits fragments d'os ont été récupérés le long de la berge, mais au total, cela ne constituait qu'une fraction incroyablement petite de 2 squelettes complets. L'état de ces quelques restes a présenté une contradiction flagrante et irréconciliable. Le pied de Lisanne avait encore de la peau et de la chair attachées, montrant un état de décomposition cohérent avec un séjour de plusieurs mois dans un environnement humide et naturel. Une autopsie aurait également révélé que plusieurs de ces os métatarsiens présentaient des fractures de stress montrant des signes de guérison, indiquant qu'elle avait subi les blessures de son vivant et avait survécu pendant un certain temps après. En contraste frappant, l'os pelvien de Chris a été retrouvé d'un blanc éclatant, comme blanchi. Bien que l'exposition au soleil puisse blanchir les os, ce processus prend généralement des années et est peu probable sous la canopée dense et ombragée de la jungle. Plus troublant encore, certains rapports médico-légaux indiquaient que l'os portait des traces de phosphore à sa surface, un produit chimique non présent dans le sol environnant. Cela a conduit à la spéculation qu'un agent chimique, comme de la chaux, a été utilisé pour accélérer délibérément la décomposition de son corps. Pour les enquêteurs, la perte de preuves potentielles due à cette décomposition anormale était un coup dur. Ajoutant au mystère, un anthropologue légiste panaméen a déclaré que les os ne présentaient aucune égratignure discernible d'origine naturelle ou culturelle. C'est très anormal. Des restes laissés dans la jungle pendant des mois devraient montrer des marques de morsures et des égratignures de charognards. L'absence de telles marques suggère que les corps n'ont pas été laissés exposés aux éléments et à la faune locale. Ces découvertes médico-légales sont fondamentalement incompatibles avec un scénario d'accident unique.
Si les deux femmes étaient mortes dans la même zone et que leurs restes avaient été soumis aux mêmes conditions, ils devraient présenter des schémas similaires de décomposition. Les preuves montrent le contraire. Les différents états de décomposition, les anomalies chimiques sur l'os de Chris et l'absence de marques de charognard suggèrent que leurs corps n'étaient pas ensemble après la mort et ont été soumis à des conditions post-mortem très différentes. Cette divergence écarte la thèse d'un accident partagé et pointe vers un scénario plus complexe, impliquant une intervention humaine pour manipuler et dissimuler leurs restes, gaspillant les précieuses ressources de l'enquête sur de fausses pistes. La découverte des restes a transformé l'affaire d'une recherche de personnes disparues en une enquête pour mort, mais la nature bizarre des preuves a laissé les autorités du Panama et des Pays-Bas face à un puzzle sans solution facile. L'enquête officielle s'est finalement conclue sur un verdict de mort accidentelle, mais cette conclusion ne satisfait pas les nombreuses anomalies qui suggèrent une réalité plus sombre. La réponse officielle a été critiquée dès le début. Les autorités panaméennes ont été accusées d'une réaction initiale lente, retardant une recherche à grande échelle. Un problème critique était la chaîne de possession compromise des preuves clés. Le sac à dos, par exemple, a été manipulé par de nombreux villageois avant d'être remis à la police, rendant les nombreuses empreintes digitales trouvées dessus inutilisables. Malgré la photo supprimée par un expert, le sac à dos intact et l'os altéré chimiquement, les autorités ont officiellement classé l'affaire en mars 2015. Le scénario proposé était que les femmes s'étaient perdues et étaient probablement tombées d'une falaise. Le bilan de l'enquête officielle laisse un sentiment d'inachevé et un profond déficit de certitude. La théorie de l'accident reste l'explication officielle, soutenue par plusieurs éléments. La preuve la plus solide est la chronologie numérique des appels d'urgence répétés, un comportement classique de personnes perdues qui cherchent à être secourues. Leur manque de préparation et le terrain indéniablement dangereux rendent une chute mortelle entièrement plausible. De ce point de vue, le mystère n'est pas ce qui s'est passé, mais un témoignage tragique de la rapidité avec laquelle une randonnée peut devenir fatale. Cependant, cette théorie ne tient pas compte d'une foule d'anomalies. La thèse de l'acte criminel postule que ces incohérences sont les actions délibérées d'un tiers qui a assassiné les femmes et tenté de maquiller la scène en accident. Les preuves les plus convaincantes résident dans les restes physiques. L'état blanchi de l'os de Chris, la présence de phosphore et l'absence de marques de charognard sont des signaux d'alarme qui suggèrent que les corps ont été dissimulés ou traités chimiquement. L'état impeccable du sac à dos et la photo 509, supprimée par un expert, renforcent cette théorie. Il semble beaucoup plus probable que le sac ait été délibérément placé pour être trouvé, libérant des preuves qui soutenaient le récit de la perte dans la jungle, tout en dissimulant le véritable sort des femmes. Il est difficile d'accorder le bénéfice du doute à la thèse de l'accident face à de telles preuves de dissimulation. Plus d'une décennie après que Chris Kremers et Lisanne Froon ont marché au-delà du Mirador, leur cas reste un mystère troublant. Aucune des théories dominantes ne peut expliquer de manière satisfaisante tous les faits. L'histoire de Chris et Lisanne perdure non seulement comme une tragédie, mais aussi comme une étude de cas glaçante sur les limites de l'enquête. Elle ne se termine pas par une réponse, mais par une série de questions profondes et obsédantes. Que s'est-il passé dans la fenêtre de près de 3 heures, le 1er avril, entre la dernière photo joyeuse et le premier appel désespéré? Comment le sac à dos et son contenu ont-ils pu survivre plus de 2 mois dans un environnement tropical pour en ressortir en parfait état? Que montrait la photo 509, irrécupérablement supprimée, et qui possédait les moyens techniques et le mobile pour l'effacer? Si complètement, quel était le véritable but des 90 photos de nuit bizarres? Était-elle un appel à l'aide ou le témoignage d'un crime? Et enfin, qu'est-ce qui peut expliquer les états de décomposition si différents entre les restes des victimes et l'absence totale de marques de charognard? Tant que ces questions resteront sans réponse, le dernier chapitre de l'histoire de Chris Kremers et Lisanne Froon restera non écrit, perdu dans les ombres, au-delà de la ligne de partage. Quelle est votre théorie sur cette affaire? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un tragique accident ou d'un acte criminel bien dissimulé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Votre opinion est importante pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette enquête vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à Traces perdues et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.